Merci d'être à l'écoute de la Radio Nationale du Mali. Il est 13h. Le journal Bemba Sipi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. La semaine de la jeunesse et contre la corruption à la une de cette édition. Une semaine de sensibilisation et de plaidoyer pour une prise de conscience sur les dangers de cette pratique. L'initiative est de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption et elle est à sa 9e édition. Nous parlerons également du plan national de réponse 2024 qui est au cœur d'un échange entre le commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires. L'analyse critique de ce plan va permettre de dégager les défis majeurs en matière de sécurité alimentaire pour programmer les activités de 2025. Dans l'actualité hors de nos frontières, le président congolais Félix Tshisekedi sollicite l'aide militaire de N'Djamena alors que le M23 poursuit sa progression au sud Kivu. Au même moment, le Rwanda suspend sa coopération au développement avec la Belgique. Nous parlerons également du Brésil avec l'inculpation de l'ex-président Jair Bolsonaro et 33 autres suspects pour un projet présumé de coup d'État. Dans la chronique environnement de ce mercredi, nous allons essayer de comprendre la grande dépendance des Maliens au bois et au charbon de bois dans leur consommation énergétique. Ceci malgré les alertes répétées sur la déforestation et la nécessité d'une transition énergétique. En sport, il sera essentiellement question de football avec 2 rendez-vous aujourd'hui au plan national, la clôture de la 13e journée du championnat masculin et le démarrage de la 5e journée du championnat féminin. L'équipe nationale senior dames joue également demain au Gabon la manche retour des éliminatoires de la CAN 2026. Vous aurez également tous les tableaux des barrages de la Ligue des champions d'Europe. Voilà pour les titres de développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ouverture donc hier de la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Une semaine de sensibilisation et de plaidoyer pour une prise de conscience sur les dangers de cette pratique. L'initiative est de la communauté de pratiques en matière de lutte contre la corruption et elle est à sa 9e édition. L'événement est prévu à Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Le point avec Bokari Koulibaly. La communauté de pratiques en matière de lutte contre la corruption et ses partenaires s'évertuent depuis 9 ans à freiner la corruption, d'où l'initiative de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Mariam Djama Sanogo, présidente de la CPLCP. Valoriser les principes d'intégrité et la promotion des actions d'intégration et d'égalité des genres à travers l'implication des jeunes et des femmes. Draman Yakouba Diallo, directeur de l'USEG. Le projet LUSEG a permis de renforcer la sensibilisation des jeunes et des femmes, de consolider les partenaires institutionnels et de soutenir des initiatives novatrices dans la lutte contre la corruption à travers l'organisation des semaines de la jeunesse. La corruption est un fléau qui nécessite une mobilisation continue. Ce cadre qui doit permettre de lever le voile sur les méfaits de la corruption et infractions assimilées revêt d'une importance capitale pour les autorités. C'est pourquoi d'importantes réformes ont été faites dans ce sens et les résultats sont édifiants. Dr Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Les sondages extérieurs et étrangers nous donnent 72% de taux de perception positive. Aujourd'hui, nul n'est non seulement au-dessus de la loi, mais également que la justice est crédible, elle est moderne et elle est responsable. Dr Moumini Guindo, président de l'OCLEI. La corruption est la mère des maux de nos nations. Dévastateur. Autant l'humanité, les nations n'ont jamais eu cesse de se battre contre les pandémies sanitaires, autant elles ne se lasseront de se battre contre la corruption. Financée par Affaires mondiales Canada avec le soutien de leur École nationale d'administration publique, cette 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption est placée sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Kyogoma Valérie, représentant de l'ambassadeur du Canada au Mali. Au Mali,
Selon l'étude sur la perception des jeunes sur la corruption réalisée par le projet Justice, Prévention, Réconciliation, JPREC, la corruption est connue et n'est pas un sujet tabou auprès des jeunes dont 96 confirment son existence. S'unir avec la jeunesse permettra certainement de mettre l'accent sur le rôle que doivent jouer les jeunes dans la défense de l'intégrité, de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la jeunesse. Il est très difficile de se débarrasser de certaines habitudes. Mais ce que nous demandons à chaque jeune aujourd'hui, à chaque acteur aujourd'hui sur le terrain, c'est de pouvoir faire face à cela. Pour rehausser l'éclat de l'événement, des délégations venues du Burkina Faso, du Niger et de Madagascar prennent part à l'activité. L'agence malienne de presse et de publicité AMAP et l'UNICEF ont renouvelé leur partenariat. Un protocole de partenariat qui a été signé dans ce sens entre les deux parties. Cette collaboration vise à promouvoir et renforcer les droits des enfants en matière de communication. Les détails avec Daouda Koudi. La cérémonie de signature du protocole d'accord AMAP-UNICEF s'est tenue dans les locaux de l'agence afin d'officialiser le partenariat entre cette structure d'information et de communication et l'UNICEF. Le protocole d'accord s'articule autour de 3 points majeurs, à savoir le renforcement des capacités des journalistes, la production d'articles de presse sur la promotion et les droits de l'enfant, la mise en lumière des actions du programme de coopération et d'implication des enfants dans la promotion de leurs propres droits. Alassane Suleiman, directeur général de l'AMAP. Nous ne sommes pas surpris que l'UNICEF décide de continuer à être à nos côtés. Nous souhaitons que ce partenariat fasse tache d'huile. D'ailleurs, monsieur le représentant résident sera notre porte-parole auprès des agences sœurs pour leur dire que l'AMAP est à leur disposition au bénéfice de nos populations et évidemment au bénéfice d'une structure aussi stratégique qu'est l'AMAP pour le Mali. Pierre Ngom, représentant résident de l'UNICEF au Mali. L'expérience de ce partenariat démontre à quel point l'AMAP est un acteur clé dans la promotion des droits des filles et des garçons au Mali. C'est pourquoi nous sommes heureux pour renouveler cet engagement. Le représentant du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a profité de la cérémonie pour rappeler les actions combien importantes de l'UNICEF dans la défense des droits des enfants au Mali. Mohamed Ag Al-Bachar, chef de cabinet du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Je rappelle que la coopération entre cette institution onisienne et notre pays depuis plusieurs décennies nous a permis d'avoir des résultats tangibles dans plusieurs domaines, dont entre autres l'éducation, la santé, la communication et l'environnement. Outre la signature d'un accord de partenariat, un film de 2 minutes 45 secondes sur les reportages de l'AMAP des activités de l'UNICEF a été diffusé. Le commissariat à la sécurité alimentaire et les membres de la commission mixte de concertation sont en réunion à Bamako. La rencontre qui réunit plusieurs diplomates accrédités au Mali, les partenaires techniques et financiers et les représentants de certains départements ministériels a pour but de procéder à une analyse critique du plan national de réponse au 2024. Les réflexions doivent servir de base afin d'orienter la programmation des activités du plan national de réponse 2025. Le compte rendu de Fadema Keïta. Ce cadre de concertation entre l'État et les partenaires techniques et financiers statue sur les défis majeurs à surmonter en matière de sécurité alimentaire. Redouane Ag Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. D'ores et déjà, le pronostic provisoire du système d'alerte précoce sur l'évaluation de la situation alimentaire, 4 cercles seront en urgence auprès de Soudir. 7 cercles seront en phase crise, 19 cercles sous pression, second, et 26 cercles sont en phase minimale. Le nombre de personnes en situation de crise, c'est-à-dire en phase 3 à pire, est estimé à 1 470 000 personnes, soit plus de 6% de la population totale. Les diplomates accrédités au Mali et les partenaires techniques et financiers sont conscients de la pertinence des défis sécuritaires à relever. Jacqueline Flanche, directrice adjointe du PAM, représentante des partenaires techniques et financiers. Selon les résultats du cadre harmonisé de novembre 2024, plus de 1,4 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire en phase de crise à urgence.
Ces chiffres soulignent l'urgence de notre action collective. Donc le plan national de réponse, élaboré en réponse de cette situation, vise à fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle adaptée, à renforcer les moyens d'existence et à améliorer la résilience des populations. Redouane Ag Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Pour assurer une gestion efficace de cette situation humanitaire, il est essentiel que toutes les interventions des différents acteurs soient assez conséquentes et coordonnées par le gouvernement afin d'optimiser leur impact. Une des réformes dont se réjouit le commissaire à la sécurité alimentaire est la création de l'agence de veille et d'alerte en sécurité alimentaire et nutritionnelle, fruit de la fusion du système d'alerte précoce et de l'Observatoire des marchés agricoles. L'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté partage avec les différents acteurs de la région de Caille le contenu du rapport 2024 du profil socio-économique des communes du Mali. Un rapport qui permet d'orienter les décideurs dans la mise en œuvre des programmes et politiques de développement. Les précisions avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Document de référence en matière de ciblage des zones et communautés vulnérables, le profil socio-économique des communes du Mali permet d'orienter la prise de décision. Maudit Saint-Para, chef de l'unité statistique à l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. C'est en réponse à cet objectif que l'Observatoire élabore régulièrement ce rapport profil pauvreté des communes ou profil socio-économique des communes du Mali, constitue un outil important qui permet d'améliorer la connaissance des décideurs du développement sur l'offre de services socio-économiques de base. Le représentant du gouverneur mesure toute l'importance de ce rapport dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Amadoun Diko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille. Procéder à un examen analytique, le niveau de développement sur la base de cette étude comparative des communes levées de développement, choix d'une technique administrative de gestion en cours dans notre pays, facilitée par l'exploitation des déterminants de la production de leurs richesses, enclavement intérieur et extérieur, l'accessibilité des populations aux services sociaux de base et à se charger de la mobilisation des ressources dans le cadre du financement du développement. Cet atelier qui regroupe, entre autres, les représentants des organisations de la société civile, des services techniques, de l'administration, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ainsi que des élus locaux est financé par le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Kai, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières en République démocratique du Congo, le M23 poursuit sa progression au sud Kivu. Hier, une autre localité, Kamanyola, est tombée sous le contrôle du M23 où l'armée congolaise et les forces burundaises qui leur prêtent main forte s'étaient installées. Selon plusieurs sources locales, des affrontements à l'arme lourde et à l'arme légère ont duré plus d'une heure. Par ailleurs, le président Félix Tshisekedi s'est rendu hier au Tchad où il demande l'aide militaire en N'Djamena. Au même moment, le président rwandais Paul Kagame a annoncé hier la suspension de la coopération au développement avec la Belgique. La raison de cette suspension est due à la position de Bruxelles sur le conflit dans l'est de la RDC. Selon les autorités rwandaises, la Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la RDC visant à bouder l'accès de son pays au financement du développement. Au Soudan, le général Emeti, chef des forces paramilitaires, veut créer un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan pour administrer les régions sous contrôle de ses forces de soutien rapide. L'alliance fondatrice du Soudan a été lancée hier à Nairobi, au Kenya. Cette initiative regroupe des acteurs de la société civile, des partis politiques et des groupes armés. À Gaza, le Hamas a annoncé hier que 6 prisonniers israéliens retenus seront libérés samedi prochain. L'organisation palestinienne va rendre à l'État israélien 4 corps d'otages. Si les noms des otages vivants ont été donnés, ceux des otages morts ne sont pas confirmés. On termine avec le Brésil. Au Brésil, où le parquet a inculpé hier l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro et 33 autres suspects pour un projet présumé de coup d'État.
Sa tentative de coup d'État visait à empêcher le retour au pouvoir de son successeur Lula après le scrutin de 2022. Selon le procureur général, ils sont accusés d'avoir incité et exécuté des actes contraires à l'état de droit démocratique. Mali Actualité, il est 13h passé de 15 minutes. La page sport dans une poignée de secondes. Football en Europe, fin aujourd'hui des barrages de la Ligue des Champions. Déjà hier, 4 clubs se sont qualifiés pour les huitièmes de finale et rejoignant ainsi les 8 équipes du top 8 de la première phase. Au plan africain, toujours en football, l'équipe nationale senior dames joue demain au Gabon la manche aller des éliminatoires de la CAN 2026. Au plan national, la 5e journée du championnat des dames démarre aujourd'hui, tandis que chez les hommes, c'est la 13e journée qui va prendre fin également aujourd'hui. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridou Matina. La 13e journée s'achève aujourd'hui avec les oppositions Stade malien de Bamako, Association sportive de Korofina ESCO à 16h au Stade Mamadou Konaté. Pendant ce temps, le leader, le Djoulouba Athletic Club, joue à Kati au Stade Salif Keita Domingo contre Afrique Football Elite AFE. Et à 18h10, juste après Stade malien ESCO au Stade Mamadou Konaté, l'USFA sera face à l'AS Police. Cette 13e journée, débutée lundi, s'est poursuivie hier mardi avec 2 rencontres. Victoire 2-0 de l'AS Real de Bamako contre les Étoiles du Mandé qui continuent de sombrer. Bougouba de son côté a battu 3-1 l'AS Bakaridjan. Chez les dames, le championnat national de première division bat son plein également. La 5e journée débute ce mercredi avec quelques rencontres. Sur le terrain 1 de l'AS Real, l'AS Police affronte AS Momo de Sikasso. L'AS Mandé joue contre Entente sur le second terrain du Real. À Mopti, au stade Barema Bokoum, Soudou Baba, Amazon de la commune 5, à 100, Teria AC de la localité, reçoit l'AS Real. Et ce jeudi, Santoro UFC sera face aux Tigres de Kaya. La rencontre phare de cette 5e journée, devant opposer cet après-midi, l'USFAS au Super Lyon sur le terrain de Djelibougou, a été reportée à une date ultérieure. Motif du report de la rencontre, la convocation de certaines joueuses de l'USFAS en équipe nationale qui joue demain jeudi au Gabon contre la sélection senior féminine gabonaise au compte du match aller des éliminatoires de la CAN 2026. Le match aller, c'est demain jeudi à Franceville au stade de la Rénovation. Et le retour est prévu le mardi prochain à Bamako au stade du 26 mars. Ligue européenne des champions, nouvelle version, les barrages retour qualificatifs pour la suite s'achève ce soir. À 17h45, les Allemands du Borussia Dortmund, large vainqueurs à l'aller 3-0, reçoivent les Portugais du Sporting Lisbonne. À 20h, le Néerlandais du PSV Eindhoven, battu à l'aller 2-1, accueille la Juventus de Turin. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, victorieux à l'aller 3-0, joue contre Brest. Et le match au sommet met aux prises le Real Madrid et Manchester City. À l'aller, le Real s'était imposé en Angleterre 3-2. Déjà hier, au compte des barrages et retours, 4 clubs ont obtenu leur qualification pour les huitièmes de finale, à savoir le Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas qui a écarté le Milan AC, le Bayern Munich qui élimine Celtic d'Écosse, le Benfica Lisbonne qui met fin aux ambitions de l'AS Monaco et le Club Bruges de Belgique qui se qualifie devant Atalanta Bergame d'Italie. Ces 4 formations rejoignent ainsi en huitième de finale les équipes du top 8, à savoir Liverpool, le FC Barcelone, Arsenal, l'Inter Milan, l'Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa. Le tirage au sort des huitièmes de finale est prévu ce vendredi à Nyon, en Suisse. Chronique de l'environnement. Au Mali, le bois et le charbon de bois constituent encore l'épine dorsale de la consommation énergétique, malgré les alertes répétées sur la déforestation et la nécessité d'une transition énergétique. Ces ressources restent incontournables pour les millions de Maliens. Pourquoi une telle dépendance? Quels en sont les impacts? Élément de réponse dans la chronique de l'environnement avec Agibou Koulibaly. Selon les dernières estimations, plus de 80% des ménages maliens utilisent encore ces sources d'énergie pour la cuisson et le chauffage. Une dépendance qui s'explique par plusieurs facteurs. L'accessibilité et le coût jouent un rôle clé, explique Yuba Sokona, spécialiste des questions énergétiques et environnementales. Les chiffres, d'une manière générale, sur l'énergie et la consommation énergétique
pas du tout assez précis dans le Mali, notamment quand on parle des combustibles ligneux, c'est-à-dire le bois, le charbon de bois. Il y a un certain nombre d'estimations, selon les estimations, qui datent d'un certain nombre d'années. Il me semble que depuis, disons, une vingtaine, une quinzaine d'années, il n'y a pas eu d'enquête sur la question. Mais les chiffres que l'on évoque, ça correspond globalement à quelque chose comme 80 à 90% de consommation d'énergie domestique. Dans un pays où l'électricité et le gaz restent peu accessibles en zone rurale et parfois même urbaine, le bois et le charbon de bois sont perçus comme des solutions les plus abordables. C'est le fait qu'il n'y ait pas de choix, il n'y ait pas d'alternative. C'est-à-dire un confort dans la vie, tout le monde y aspire. Si les gens utilisent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative, il n'y a pas de choix. On remarque d'une manière générale, à travers le monde, d'année en année, il y a une réduction d'utilisation de bois et de charbon de bois comme combustible. Il n'y a qu'en Afrique qu'il y a une augmentation. C'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire personne ne veut continuer à souffrir la fumée. En effet, l'absence d'infrastructures énergétiques modernes et le faible pouvoir d'achat des ménages renforcent cette préférence pour les combustibles ligneux. Tel que dit Nelson Mandela, on est confronté à l'impossibilité que quand on essaye. Je ne pense pas du tout qu'on n'ait plus le temps de regarder. Il y a une vingtaine d'années, un peu plus, il y avait une certaine conscience du problème de la dégradation des terres, du problème de la désertification, notamment à la suite des sécheresses qu'on a connues, des épisodes assez dramatiques de sécheresse qu'on a connues dans le Sahel. Il y a eu une certaine sensibilité pour trouver des éléments de réponse. Moi-même, il y a une quarantaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, à m'intéresser à la question de l'énergie et du développement, nous mettons beaucoup d'efforts et beaucoup d'ardeur à essayer de diffuser ce qu'on appelle les foyers améliorés, puisque l'objectif à l'époque c'était de réduire la pression sur le couvert végétal. Et puis au fil des ans, quand la situation est devenue quelque peu normale, on l'a quelque peu oublié. Mais cette consommation massive n'est pas sans conséquences. D'un point de vue environnemental, la coupe incontrôlée du bois accélère la déforestation, fragilise les sols et contribue à la désertification. La pression sur les forêts est énorme. Chaque année, des milliers d'hectares disparaissent, ce qui perturbe aussi la biodiversité et aggrave l'érosion des sols, alerte notre expert. Face à ces défis, quelle solution? La promotion du gaz butane, des foyers améliorés et des sources d'énergie renouvelables apparaît comme une nécessité. Mais pour que la transition énergétique soit effective, elle doit être accompagnée de politiques adaptées et d'un engagement réel des acteurs publics et privés. Reste à savoir si le Mali saura amorcer le virage vers des alternatives plus durables avant qu'il ne soit trop tard. On l'espère bien, Agibou Koulibaly. À 13h passées de 23 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Abse Traoré et Fousseini Sissoko. Réalisation Draman Sanogo, Fatoumata Tangara. Coordination Ousmane Daou. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Amadiso qui a assuré la mise en ligne. Ne bougez surtout pas tout de suite. Vous avez rendez-vous avec Kani Keita et Adaman Koulibaly pour les avis communiqués en français et en bamara. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.